Sous l'océan, une ombre glisse et l'équilibre bascule en un instant. C'est l'orque, un prédateur qui domine non par la taille, mais par la stratégie. Elle utilise la vitesse pour réduire la distance, l'intelligence pour exercer une pression et la coordination pour contenir sa cible. Chaque mouvement est maîtrisé, précis et suffisamment puissant pour déstabiliser même d'autres prédateurs. Lorsque l'orque s'engage pleinement, quelle créature peut réellement tenir sa position ? Le grand requin blanc est depuis longtemps un symbole de force silencieuse dans les mers froides. Atteignant près de 6 mètres de long et exerçant une force de morsure estimée à environ 1800 kg force, ce prédateur est connu pour ses attaques en surgissant depuis les profondeurs, remontant avec une vitesse soudaine pour maîtriser les phoques près de la surface. Dans un monde régi par la synchronisation et la précision, il a peu de véritables rivaux. Mais aujourd'hui, ce chasseur se retrouve sous pression. Depuis les profondeurs, les orques apparaissent et resserrent rapidement leur formation. Elles n'attaquent pas de front. Elles approchent depuis des angles invisibles, coupant les trajectoires et perturbant le rythme du requin. Un impact parfaitement synchronisé peut suffire à le faire basculer, le plaçant dans un état temporaire appelé immobilité tonique. Pour l'orque, il ne s'agit pas d'une démonstration de force, mais d'une nécessité de survie. Ces réserves très riches en huile, une source d'énergie très dense, riche en huile, constituent une source d'énergie dense dans les eaux froides. Ici, l'avantage final n'appartient pas aux dents les plus tranchantes, mais à celui qui transforme l'intelligence collective en un avantage décisif. Et c'est pourquoi l'orque est souvent considérée comme la véritable souveraine de l'océan. À travers les vastes océans de l'hémisphère sud, la baleine à bosse s'impose comme un symbole de force durable et d'un profond instinct protecteur. Avec des nageoires pectorales pouvant atteindre environ 5 mètres, elle présente une silhouette à la fois immense et calme dans la mer ouverte. Pourtant, cette stabilité est constamment mise à l'épreuve par l'orque, un prédateur reconnu pour sa coordination étroite et sa patience rare. Dans les eaux australiennes, il ne s'agit pas simplement d'une rencontre, mais d'une épreuve d'endurance exigeante. Plutôt que de viser la mer, qui pèse plusieurs tonnes, le groupe d'orques maintient une formation souple, ajustant sans cesse sa position pour isoler le jeune. Le plus marquant réside dans la manière dont l'instinct maternel devient un point de pression. Une orque peut reproduire le mouvement consistant à guider le jeune vers la surface, le même geste que la mère utilise pour l'aider à respirer. Quelques instants de décalage suffisent alors à éloigner le jeune de la protection de ses nageoires imposantes. Après des heures à résister à une pression constante, lorsque la mère commence à perdre sa capacité à protéger le jeune, l'issue penche progressivement en faveur du groupe. Sur ce fond d'océan froid, avec l'écho lointain du chant des baleines, une réalité s'impose. Dans la dynamique de la survie, même ceux qui cherchent à protéger peuvent être dépassés en un instant.
L'orque est un mammifère marin intelligent qui se situe au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Bien qu'elle soit souvent appelée baleine, elle est en réalité le plus grand membre de la famille des dauphins. Sa force ne réside pas seulement dans sa puissance physique, mais dans une coordination d'une grande précision. Chaque groupe développe ses propres stratégies de chasse et ses signaux de communication transmis de génération en génération. Dans l'immensité froide de l'océan, l'orque s'impose comme un symbole d'intelligence et d'adaptabilité. Dans l'océan gelé, chaque plaque de glace dérivante ressemble à une île fragile où les phoques profitent de rares moments de repos après de longs déplacements dans les eaux sombres. S'élevant à peine de quelques mètres au-dessus de la surface, elles semblent à l'abri du danger. Mais juste en dessous, le rythme de l'eau commence à changer lorsque des silhouettes sombres et intelligentes se déplacent discrètement. Les orques entament alors une technique soigneusement maîtrisée, appelée vague de submersion. Le groupe se forme en ligne horizontale, nageant en parallèle avec un synchronisme précis avant de plonger à l'unisson. Le dernier mouvement de queue génère une vague pouvant atteindre environ 1,5 m de hauteur, propulsant un volume d'eau important vers l'avant, déstabilisant la plaque de glace et entraînant le phoque dans l'eau glacée, où une nouvelle dynamique est déjà en place. Cette technique ne relève pas d'un simple réflexe, mais d'un savoir transmis de génération en génération. Les jeunes orques passent des années à suivre attentivement le groupe afin d'apprendre à maîtriser l'eau avec précision. C'est un long processus de discipline et d'apprentissage, démontrant que l'intelligence collective constitue l'héritage le plus précieux derrière leur capacité à perdurer au fil du temps. À travers la mer ouverte, les dauphins sont depuis longtemps considérés comme des symboles de vitesse et d'intelligence. Leur corps profilé, leur pointe dépassant 30 km/h et leur changement de direction fulgurant les distinguent à la surface en mouvement. Ils maintiennent leur formation grâce à des signaux sonores précis, se déplaçant comme si chaque distance était déjà mesurée. Dans la nature, ils sont à la fois élégants et vifs, suffisamment perceptifs pour suivre le rythme de la mer. Mais dans le Pacifique, même un grand groupe de dauphins comptant près de 1000 individus ne peut pas toujours garder le contrôle. Lorsque les orques apparaissent, l'équilibre bascule presque instantanément. Elles déploient une formation en tenaille avec une coordination froide et précise. Un groupe maintient la pression par l'arrière, obligeant les dauphins à changer de direction encore et encore, tandis que la formation s'étire progressivement. L'autre groupe se positionne à l'avant, fermant la voie de fuite. Dès qu'un individu se désynchronise du bouclier collectif, l'avantage passe immédiatement du côté le mieux organisé. À l'intérieur du cercle qui se resserre, un mouvement parfaitement synchronisé, délivrant une force de plusieurs tonnes de pression,
suffit à déstabiliser un dauphin et le faire sortir brièvement de l'eau. Cette rencontre montre que la vitesse n'a jamais été un avantage absolu. C'est l'intelligence collective qui façonne l'équilibre. Et l'orque s'impose comme une stratège d'exception. Dans les profondeurs calmes de l'océan, un monument vivant maintient sa présence, la baleine bleue. Pouvant atteindre environ 30 mètres de long et peser plus de 140 tonnes, ce géant se déplace comme une île dérivante à travers l'immensité marine. Dans un espace aussi vaste, cette taille peut sembler être une protection presque intouchable, préservant le cœur puissant qui soutient son corps tout entier. Pourtant, dans un monde aussi étendu, cet avantage ne tient pas toujours. Depuis les profondeurs, les silhouettes des orques commencent à apparaître. Elles ne se précipitent pas. Elles gardent leur distance, observent attentivement, puis resserrent lentement une formation souple. Certaines maintiennent la direction du déplacement, tandis que d'autres arrivent des deux côtés, ajustant sans cesse leur position pour exercer une pression sur le rythme de nage de la baleine. Des observations réalisées au large de Bremer Bay montrent que ce type de poursuite peut durer plus d'1 heure, avec une intensité qui faiblit à peine. La baleine bleue répond par de puissants mouvements de queue, mais la force d'un seul individu peine à rompre cet encerclement coordonné. Lorsqu'une orque se retire, une autre prend aussitôt sa place. Sous la pression des profondeurs, l'équilibre évolue progressivement vers la stratégie. Ici, celui qui impose le rythme final n'est pas toujours le plus grand, mais celui qui agit avec la plus grande précision. Le long de la côte patagonienne, le rivage sableux n'est pas simplement un lieu de repos, mais une frontière fragile entre calme et danger. Ici, des otaries pesant plusieurs centaines de kilogrammes se rassemblent, profitant du calme après des heures de chasse dans des eaux froides. Mais plus au large, les principaux prédateurs de l'océan observent silencieusement le cycle des marées avec une précision remarquable. Lorsque la marée atteint son maximum, une orque surgit soudainement à près de 50 km/h, utilisant l'énergie des vagues pour exécuter une technique appelée échouage intentionnel. Plutôt que d'avancer sans discernement, elle cible la position exposée de l'otarie, utilisant une force de morsure de plusieurs tonnes pour en prendre le contrôle. Une rotation puissante du corps suffit à la maîtriser avant que l'orque ne profite du reflux des vagues pour ramener son corps massif d'environ 5500 kg vers l'océan. Mais la Patagonie ne se définit pas uniquement par les interactions au bord de l'eau. Plus au large, là où les otaries se dispersent pour se nourrir, un autre type de dynamique se met en place.
Sous la direction d'une femelle expérimentée, les jeunes orques apprennent à suivre les déplacements, à bloquer les trajectoires de fuite et à isoler un individu du groupe. Là, chaque poursuite n'est pas seulement une recherche de nourriture, mais aussi une leçon de survie. De cette manière, l'océan appartient toujours à ceux qui ne sont pas seulement puissants, mais capables de transmettre leur stratégie d'une génération à l'autre. Sur la savane ouverte, le lion, prédateur réputé pour sa domination, ne garde pas toujours l'avantage. Il avance avec l'assurance d'un pouvoir longtemps établi, mais la nature ne signe jamais de contrat permanent. Une riposte soudaine et puissante éclate, brisant l'élan en une fraction de seconde. Tactique, terrain et une brève hésitation se rejoignent d'un seul coup, transformant la force en faiblesse. Quand le souverain recule, qui détient vraiment le pouvoir dans ce cycle d'équilibre ? Au cœur du Serengeti, la girafe se tient comme l'animal le plus grand de la planète. Un mâle peut atteindre environ 5,5 mètres de hauteur et peser près de 1400 kg. Derrière sa silhouette élégante se cache un système de défense redoutable. Des pattes de plus de 2 mètres avec des tendons et des muscles tendus comme des câbles d'acier. Un coup de sabot bien placé délivre une force d'impact lourde, suffisante pour faire réévaluer son approche à tout prédateur. Les lions comprennent qu'un adulte pleinement développé est rarement une option facile. Ils avancent en silence, coupent les angles et poussent la girafe vers les hautes herbes pour réduire la visibilité, allant parfois jusqu'à tenter un saut sur le flanc pour gagner un appui. Mais la girafe cède rarement à la panique. Elle pivote en diagonale, maintient la distance, puis balaie ses pattes en grands arcs, comme une barrière invisible. Un seul coup précis suffit à obliger une approche de près à reculer, et le groupe doit s'écarter pour éviter le prochain balayage. Pour une mère girafe qui protège un petit, chaque mouvement devient encore plus décisif. Elle se place sans cesse comme un bouclier, utilisant des coups puissants pour maintenir une zone d'exclusion nette, transformant la rencontre en un test de distance. Dans la plupart des issues, les lions choisissent de se retirer, car le coût d'un seul instant mal évalué est trop élevé. Sur la savane, le rhinocéros n'est pas une cible coriace, mais une limite nette. Un adulte pleinement développé peut peser autour de 2500 kg, avec une peau épaisse d'environ 5 cm, comme une armure naturelle. À l'avant se dresse une corne de kératine proche d'1 mètre de long, un avertissement constant pour tout ce qui s'approche que ce n'est pas un terrain où l'on joue sa chance. Le lion s'approche tout de même, guidé par l'instinct de chasse, tournant autour, coupant les angles, attendant la moindre faille. Mais le rhinocéros offre rarement une ouverture. Une seule poussée de corne suffit à transformer toute approche de près en calcul à très haut risque. Et lorsque le lion change de position pour chercher un autre angle, le rhinocéros n'a besoin que d'une rotation bien placée, en gardant la corne alignée vers l'avant. Avec une vitesse en pointe,
sur de courtes distances pouvant atteindre environ 55 km/h, il rétablit vite un écart de sécurité et oblige l'adversaire à réévaluer. Voilà pourquoi beaucoup de rencontres se terminent rapidement. Le rhinocéros n'a pas besoin de poursuivre pour prouver quoi que ce soit. Il lui suffit de tenir sa position et la prairie s'ajuste autour d'une forteresse qui sait maintenir une frontière. En écologie, la puissance ne tient parfois pas à la poursuite, mais à la capacité de faire en sorte que les autres s'arrêtent d'eux-mêmes. L'hippopotame est le gardien au tempérament vif des voies d'eau troubles d'Afrique. Son corps pèse plusieurs tonnes, avec des épaules qui s'élèvent comme un bloc de pierre vivant. Lorsque sa bouche s'ouvre à près de 150 degrés, des défenses de plus de 45 cm apparaissent comme des signaux d'avertissement, indiquant que ce territoire obéit à ses propres règles. Par moments, les lions longent le bord de l'eau à la recherche d'une occasion. Mais l'eau peu profonde n'est pas un terrain familier pour les grands félins. Une poussée soudaine met la surface en mouvement, obligeant les lions à se disperser et à dégager le passage. La pression de la mâchoire de l'hippopotame peut atteindre environ 125 bars, transformant toute approche de près en un pari au coût extrême. Même sur la terre ferme, l'hippopotame est loin d'être lent. Il peut accélérer jusqu'à environ 30 km/h sur de courtes distances, suffisant pour pousser les lions au repli. Il n'y a pas de poursuite prolongée, seulement une limite redessinée rapidement et avec fermeté. Et parfois, une seule erreur de distance suffit à changer l'issue. Une lionne qui s'aventure trop près peut déclencher une réaction immédiate, la forçant à abandonner la tentative dans une confusion soudaine. Cette rencontre rappelle que l'autorité change selon le terrain. Sur le sol ouvert, le lion demeure un symbole de domination. Au bord de l'eau, c'est l'hippopotame qui garde le seuil. Le lion comprend que, dans ce contexte, le retrait est la voie la plus calculée pour préserver sa survie. Dans le sud du Serengeti, où les prairies s'étendent sur des kilomètres, les lycaons se déplacent comme des flèches disciplinées. Chaque individu ne pèse qu'environ 27 kg, mais peut maintenir une vitesse proche de 70 km/h sur de longues distances, transformant l'endurance en arme et faisant de chaque poursuite une épreuve prolongée pour tout adversaire. Quand un lion mâle apparaît, la meute comprend ses limites et évite l'affrontement direct. Elle attend des ouvertures, une lionne isolée ou un moment où les lionceaux ne sont plus totalement protégés. À partir de là, les lycaons imposent une pression depuis plusieurs directions, alternant des avancées et des replis rapides, usant peu à peu l'avantage musculaire du lion par un rythme implacable. De brèves attaques fulgurantes oblige le lion à reculer pour protéger les lionceaux, car une seule réaction trop tardive peut faire basculer toute la situation.
Les lycaons affichent souvent un taux de réussite à la chasse très élevé, proche de 80%, mais la confiance apporte aussi des risques. Si une poursuite va trop loin, toute la meute peut s'enfoncer au cœur du territoire d'un lion mâle. À ce moment-là, une riposte bien synchronisée suffit à briser la formation et un individu en première ligne peut disparaître du champ de vision en un instant. Ces instants de désalignement contribuent à façonner l'avenir des deux espèces. Dans de nombreuses populations, plus de la moitié des lionceaux ne survivent pas à leur première année et un peu plus de 20% atteignent l'âge adulte selon la disponibilité de nourriture et le niveau d'instabilité territoriale. Le long des couloirs de migration d'Afrique, les éléphants avancent comme une forteresse en mouvement, pouvant peser jusqu'à environ 6000 kg et dépasser 3 mètres de hauteur. Mais ce qui rend les lions prudents ne tient pas uniquement à la taille. Les troupeaux d'éléphants communiquent aussi par infrasons capables de parcourir des kilomètres, fonctionnant comme un réseau d'alerte invisible à travers les prairies. Lorsque les lions tentent de s'approcher, l'objectif habituel est de séparer un éléphanteau de la formation. Les adultes réagissent immédiatement en formant un cercle défensif, tourné vers l'extérieur et plaçant les jeunes au centre. Une trompe, composée de plus de 40 000 faisceaux musculaires, devient alors un outil de contrôle de l'espace, servant à tirer, pousser et créer de la distance. Des défenses, pouvant atteindre environ 2,5 mètres, tracent une limite nette qui stoppe toute approche rapprochée. Si la pression augmente, les éléphants peuvent s'élancer à près de 40 km/h, soulevant la poussière et produisant un grondement au ras du sol, semblable au tonnerre. Lorsque des tonnes de masse avancent dans une même direction, les lions reculent généralement, car un seul instant mal synchronisé à courte distance peut effacer toute issue. Cette rencontre rappelle que la plus grande puissance d'un écosystème ne se trouve parfois pas dans la poursuite, mais dans l'unité, la mémoire et la capacité de protéger la génération suivante. Dans l'écosystème des prairies, la hyène tachetée n'est pas simplement une charognarde, mais une véritable force de pression. Avec environ 85 kg, elle possède des mâchoires capables d'exercer jusqu'à 75 bars de pression de morsure, assez pour venir à bout des os les plus résistants de grandes proies. Pourtant, son avantage le plus redoutable n'est pas l'individu, mais le collectif. Un clan pouvant compter jusqu'à 80 membres, organisé sous une structure sociale matriarcale stricte, utilisant un système complexe de cris pour se coordonner et maintenir la pression lors d'une confrontation. La relation entre lions et hyènes n'est pas seulement une compétition pour la nourriture, mais un affrontement durable entre deux empires. Lors d'une confrontation en tête-à-tête, un lion garde généralement l'avantage grâce à un gabarit d'environ 190 kg et des réflexes fulgurants. Un coup bien placé peut faire cesser net une provocation imprudente si une hyène tente de mettre cette autorité à l'épreuve seule. Mais l'équilibre bascule complètement
lorsqu'une lionne ou un lionceau se retrouvent séparés du groupe. Les hyènes utilisent la vitesse et le mouvement pour encercler, visant à répétition, les zones les plus exposées afin d'user l'endurance de l'adversaire. Quand leur nombre atteint un rapport écrasant, la crainte s'efface, remplacée par une intensité totale. Elles s'élèvent dans un étrange chœur d'appel, semblables à des rires, encerclant et repoussant le souverain pour s'emparer du gain durement obtenu par la chasse. À cet instant, l'autorité d'un lion peut se fissurer sous la force d'une alliance née de la nuit. Ce renversement montre que le pouvoir n'appartient pas toujours à l'individu le plus fort, mais à ceux qui savent utiliser la force du groupe pour faire basculer l'issue. L'Arctique semble frémir au moment précis où le prédateur déclenche un mouvement fulgurant, sans rugissement ni mise en scène, tandis qu'une formation minutieusement calculée immobilise la cible. Les autres rivaux ne luttent que pour survivre, tandis que les orques semblent imposer leur supériorité, montrant que sous les eaux glacées, la vraie puissance ne réside pas dans les muscles, mais dans une intelligence qui fonctionne comme une machine parfaitement réglée. C'est un océan où chaque erreur a un prix, et les orques sont toujours ceux qui poussent les autres à la commettre. Dans les mers tempérées et subpolaires, où l'océan prend un bleu froid et profond, les saumons chinooks sont plus qu'une proie, ils sont une ligne de vie. Pour les familles d'orques résidentes, chaque saumon adulte, riche en graisse et en protéines, apporte assez d'énergie pour soutenir un cerveau massif, pouvant peser jusqu'à environ 7 kg, ainsi que l'endurance continue qui caractérise ces cétacés. La poursuite se déroule dans l'immensité du large. Grâce à une écolocalisation très affinée, les orques isolent discrètement un seul saumon du banc, puis le guident avec patience vers des eaux peu profondes ou des chenaux étroits, des endroits où la vitesse ne donne plus d'avantage. Vient alors l'instant décisif. Un coup de queue parfaitement synchronisé provoque une forte perturbation à la surface, créant des ondes de choc qui désorientent le poisson et le laisse flotter. L'orque s'approche et termine la chasse avec une dépense d'énergie minimale. Cette technique du coup de queue n'est pas seulement une manœuvre physique, mais une application de la dynamique de l'eau. Lorsqu'elle vise des raies, des animaux dotés d'une queue barbelée dangereuse, les orques s'appuient sur la même approche. L'impact sans contact provoque une désorientation, agissant comme une forme naturelle d'apaisement. Cela permet à l'orque de gérer la situation prudemment, sans s'exposer à un risque inutile. Pour les orques, cela représente la forme de chasse la plus aboutie, non pas une démonstration de force, mais un accord fluide entre l'intelligence, l'eau en mouvement et un savoir transmis de génération en génération. Sur les banquises sans vent des mers polaires, les phoques peuvent sembler avoir l'avantage. Un adulte peut peser jusqu'à environ 270 kg et une épaisse couche de graisse isolante lui permet de supporter des eaux en dessous de 0 degré Celsius.
Pour de nombreuses populations d'orques, les phoques représentent près de 60% de l'apport énergétique saisonnier, une ressource riche et très grasse, mais jamais facile à atteindre. Dans cet environnement gelé, les orques ne comptent pas sur la seule force brute. La chasse commence par la patience. Des éclaireurs se détachent du groupe, remontent discrètement à la surface et inspectent chaque plaque de glace dérivante. Une fois une cible repérée, un appel se propage sous l'eau et la famille se rassemble sans délai. Elle se place côte à côte, avec un espacement calibré, avec précision d'un corps à l'autre. Le groupe accélère à l'unisson. Des mouvements de queue parfaitement synchronisés créent des vagues artificielles suffisamment puissantes pour déloger un phoque de son abri. Quand la glace est plus vaste, des houles sous la surface fragilisent de sa structure. Si le phoque continue de tenir sa position, l'orque de tête signale de pousser la plaque vers l'eau libre, où la fuite devient presque impossible. Le sommet de la stratégie repose sur l'usage des bulles. Un anneau d'air qui se resserre perturbe l'orientation et déclenche une agitation. Une fois le phoque dans l'eau, l'issue est presque scellée. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'une prise. Dans les eaux antarctiques, les orques de tête ralentissent souvent la séquence volontairement, laissant les jeunes observer chaque mouvement. Le geste final est maîtrisé et précis, sans précipitation, comme une leçon transmise au fil de nombreuses saisons de glace. Dans cet océan gelé, chaque chasse ne concerne pas seulement la survie, mais aussi la mémoire portée d'une génération à l'autre. Les grands requins blancs sont depuis longtemps perçus comme des symboles de puissance brute dans l'océan. Un adulte peut atteindre près de 6 mètres de longueur et peser environ 1800 kg. Avec un odorat extrêmement développé et des réflexes presque parfaits, il se déplace calmement en pleine mer, imposant une telle présence que la plupart des autres animaux préfèrent garder leur distance. Pourtant, l'océan n'a jamais été gouverné par la force seule. Lorsque les orques entrent en scène, le rythme familier de la mer commence à changer. Il n'y a aucune charge chaotique. Les orques s'approchent lentement et délibérément en exploitant une vulnérabilité naturelle des requins. Lorsqu'ils sont retournés sur le dos, leur corps entre dans un état temporaire d'immobilité, perdant coordination et contrôle. L'instant est bref. Les orques ciblent surtout la zone la plus riche en énergie chez le requin, particulièrement dense en réserve. Le reste est souvent délaissé, signe d'une stratégie guidée par l'efficacité plutôt que par la mise en scène. Et dans d'autres zones de l'océan, de nouveaux équilibres continuent de se former en silence, façonnant progressivement le monde sous la surface. Les baleines à bosse comptent parmi les mammifères les plus grands et les plus impressionnants de la planète. Les adultes peuvent dépasser 15 mètres de long et atteindre environ 40 tonnes, symbole d'une force paisible et de migrations épiques sur des milliers de kilomètres. Leurs sauts puissants hors de l'eau et leurs chants longs et profonds
en ont fait des icônes de la liberté océanique. Pourtant, lorsque les petits apparaissent plus fréquemment, l'océan offre aussi des moments de vulnérabilité, attirant l'attention de chasseurs très adaptatifs comme les orques. Lors de rencontres rares, l'attention ne se porte pas sur l'adulte immense, mais sur un duo mère-petit qui voyage ensemble. Plutôt que d'aller au contact immédiatement, les orques gardent une distance mesurée, observant en silence le rythme de nage de la mer et ses réactions défensives. Elles s'approchent à tour de rôle, nageant juste derrière le petit et créant des courants et des mouvements familiers, assez subtils pour brouiller la limite entre protection et risque. À mesure que la fatigue s'installe et que l'orientation se dérègle, le petit s'éloigne progressivement du cercle protecteur sans en avoir conscience sur le moment. Cet instant marque un basculement de l'équilibre de la survie où l'intelligence, la patience et la stratégie des orques transforment l'océan ouvert en un piège sans mur visible. Les lions de mer, proches parents des phoques, se hissent souvent sur les rivages ou des corniches rocheuses près de l'eau pour se reposer, profitant d'un sentiment de sécurité temporaire. Un adulte peut peser plus de 360 kg, avec de puissantes mâchoires et une morsure assez forte pour dissuader de nombreuses menaces. Pourtant, c'est précisément à cette frontière entre la Terre et l'océan que la sécurité se fragilise le plus facilement. Au large, un groupe d'orques reste immobile et discret dans des eaux plus profondes, suivant chaque mouvement. Elles ne cherchent pas l'avantage par le nombre, mais attendent patiemment un léger écart, un jeune individu qui s'éloigne trop, ou un bref instant de séparation du groupe. Dès qu'une ouverture apparaît, plusieurs orques accélèrent sans prévenir, surgissant partiellement hors de l'eau et utilisant l'élan de leur corps massif pour combler la distance en une seule poussée. Un choc ciblé sur le flanc perturbe brièvement le sens de l'orientation du lion de mer. Une fois entraînés vers des eaux plus profondes, là où les lions de mer se regroupent densément pour se nourrir, le danger n'est plus théorique. De deux côtés, le groupe d'orques avance en formation, enfermant la cible dans un espace de plus en plus étroit et coupant entièrement tout retour vers la côte. Chaque mouvement est coordonné, sans hâte et maîtrisé, une séquence précise menée par un individu clé et soutenue par une discipline collective. Cette rencontre révèle une règle nette de la nature. Les lieux qui paraissent les plus sûrs peuvent, parfois, exposer les vulnérabilités les plus critiques. Les orques et les dauphins ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Ils appartiennent à la même famille des delphinidés, partagent une intelligence élevée, une communication acoustique complexe et des structures sociales profondément soudées. Dans de nombreuses régions océaniques, les deux espèces occupent les mêmes eaux et s'appuient parfois sur des sources de nourriture qui se recoupent, des rencontres routinières
qui maintiennent un équilibre fragile. Pourtant, dans certaines conditions écologiques, cet équilibre peut basculer, laissant place à la prudence, à la tension et à un calcul silencieux. Dans ces moments, les orques exploitent pleinement leurs atouts de taille et d'endurance. Un adulte pouvant peser jusqu'à environ 5500 kg, ainsi qu'une coordination de groupe affinée au fil des générations. Une unité crée la perturbation, obligeant le groupe de dauphins à se disperser, tandis qu'une autre approche depuis des eaux plus profondes, réduisant progressivement l'espace de déplacement. Les dauphins réagissent avec des pointes de vitesse proches de 30 km/h et leur agilité caractéristique, changeant sans cesse de direction tout en maintenant le contact acoustique. Mais la dynamique se renverse rapidement lorsque les prédateurs accélèrent, exerçant une pression précise qui isole un individu séparé et désorganise le contrôle du groupe. À l'échelle du vaste océan, même des espèces aux intelligences comparables restent soumises aux règles inflexibles de la nature, où il n'y a ni bien ni mal, seulement des choix qui déterminent la survie. Un rugissement fend l'air, le jeu commence, et le lion est celui qui fixe les règles. Il charge droit devant, réduisant la distance comme un marteau massif, la formation de la cible cédant dans une panique totale. Un bond parfaitement synchronisé bloque toute issue, des pattes puissantes maintenant fermement la position, tandis qu'un geste décisif met fin à la poursuite. Lorsqu'un autre prédateur s'approche, le lion le repousse sans hésiter, chaque pas en avant réaffirmant le contrôle. Quand le trône est contesté, l'affrontement éclate et une seule question demeure, qui peut tenir sa position ? Rapide comme une détonation. Le guépard incarne le symbole de la vitesse pure. Pesant environ 55 kg, doté d'une colonne vertébrale souple comme un ressort, il accélère de 0 à près de 100 km/h en environ 3 secondes. L'un des exploits mécaniques les plus remarquables de la nature. Mais ce jaillissement a un coût, une grande vulnérabilité. Après chaque poursuite, sa température corporelle augmente fortement, l'obligeant à s'arrêter et à récupérer à découvert sur les plaines. C'est durant cette pause critique que le lion intervient. Sans rivaliser en vitesse, il impose sa domination par la masse, la puissance et la simple force de sa présence. Une fois le guépard épuisé, son unique avantage disparaît instantanément, laissant un choix immédiat, abandonner la proie durement acquise ou s'exposer à un danger direct. C'est pourquoi, après avoir maîtrisé une cible, le guépard doit se nourrir rapidement, reprendre de l'énergie et se retirer avant l'arrivée d'autres prédateurs. Un bref retard suffit à tout perdre. Sur les plaines africaines, la vitesse permet au guépard de survivre, mais elle ne garantit pas la sécurité. La puissance et l'autorité restent l'apanage du lion, tandis que le guépard ne maintient sa place que par une vigilance constante et une évaluation précise à chaque course sur une terre qui ne pardonne aucune erreur.
Dans le monde des lions, la menace la plus sérieuse ne vient parfois pas d'une autre espèce, mais de ceux issus de la même lignée. Lorsqu'une frontière invisible est franchie ou que les droits de reproduction sont contestés, l'attention des plaines se resserre instantanément. À ce stade, la confrontation n'est plus un choix, mais une conséquence biologique inévitable. Lorsqu'une nouvelle coalition de lions mâles apparaît, souvent un duo ou un trio ambitieux, elle ne vient pas demander une place. Elle vient prendre le trône. Les souverains en place sont repoussés dans un recoin de leur propre territoire, où chaque pas en arrière ne représente pas seulement une perte d'espace, mais l'effondrement d'une dynastie entière. Un combattant adulte exerce une pression considérable, portée par l'enjeu du pouvoir, suffisante pour faire vaciller un rival en un instant. Mais ces affrontements ne se concluent presque jamais par une action unique. Ils se transforment en épreuves d'endurance, se rapprocher, contraindre les angles, se maintenir l'un contre l'autre sous une tension extrême. Les plaines deviennent alors une vaste arène tactique où l'individu le plus lucide exploite chaque courte pause dans la respiration de l'adversaire pour affaiblir sa détermination. Lorsque la poussière retombe et que l'issue devient évidente, le camp le plus faible se retire, cédant le contrôle à la nouvelle coalition. À partir de là s'ouvre un chapitre instable. Les jeunes liés à l'ancien ordre sont écartés sans délai. Il ne s'agit pas d'un récit émotionnel, mais d'un mécanisme évolutif destiné à optimiser le temps et les ressources dans un environnement exigeant. À l'échelle écologique, ces confrontations internes constituent une manière pour la nature de renouveler les lignées et de rétablir l'ordre. L'équilibre des plaines n'est pas toujours maintenu par l'harmonie, mais par des tensions intenses, garantissant que seules les bases les plus solides puissent perdurer. Les proies du lion vont de l'antilope au zèbre, mais cette fois, le défi se situe à une toute autre échelle, une girafe adulte. Pesant plus de 1100 kg, soit plusieurs fois le poids d'un seul lion, ce géant rend la force individuelle peu efficace. Face à une telle taille, la puissance isolée compte peu. Seule la coordination et une évaluation précise permettent de créer une ouverture. L'approche se déroule dans le silence. Tirant parti d'un terrain irrégulier, le groupe s'étend et referme progressivement le cercle, comme un étau qui se resserre. À mesure que la distance diminue, la tension monte. Pourtant, la girafe ne cède pas facilement. Ses longues pattes, semblables à de solides piliers, produisent des mouvements puissants capables d'arrêter tout prédateur imprudent. L'épreuve devient un test d'endurance. Les lions ne se précipitent pas. Ils se concentrent sur la déstabilisation, affaiblissant progressivement l'équilibre. Un seul pas mal assuré suffit pour que l'ordre naturel bascule. C'est une leçon de persévérance. Face à des défis d'une ampleur exceptionnelle, l'unité et une stratégie réfléchie sont les seuls moyens de transformer l'impossible en réalité.
Les lions comptent parmi les rares prédateurs sociaux de la famille des félins, vivant en groupes structurés dont la force collective peut dépasser 180 kg. Leur corps massif, leurs accélérations sur de courtes distances et des mâchoires capables d'exercer une pression proche de 70 bars leur donnent un avantage dans les moments clés. Pourtant, leur atout majeur ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la coordination discrète entre les individus, en particulier les femelles. Au sein de l'écosystème africain, les lions occupent à la fois un rôle dominant et régulateur, façonnant le rythme de la vie à travers les plaines. À travers les vastes plaines, existe une rivalité ancienne, presque impossible à résoudre. Lions et hyènes ne rivalisent donc pas seulement pour la nourriture, ils se disputent le statut. Ici, chaque prise devient une affirmation de pouvoir, et chaque confrontation peut basculer en un instant, le dominant d'aujourd'hui pouvant se retrouver sous pression le lendemain. Les hyènes tachetées sont les stratèges des plaines. Un individu adulte pèse environ 65 kg, dispose d'une mâchoire capable d'exercer une pression proche de 75 bars et vit au sein de grandes sociétés matriarcales. Leur force ne repose pas sur une action isolée, mais sur le nombre, l'endurance et une coordination disciplinée. Lorsque les conditions leur sont favorables, elles avancent de manière organisée, multipliant les vocalisations, resserrant l'espace, limitant les options de retrait et utilisant le son et le mouvement pour entamer la détermination des lionnes avant de s'approprier la ressource lors d'une prise de contrôle qui se déroule à découvert. L'équilibre se modifie souvent lorsque le rugissement d'un lion mâle résonne à plusieurs kilomètres. Une seule silhouette imposante avançant suffit à faire hésiter la formation des hyènes, l'avantage numérique se fissurant face à une présence dominante et assurée. Pour conserver un contrôle durable, les lions renforcent également leur emprise autour des zones de tanières situées aux marges du territoire, contraignant les hyènes à se disperser et à rester en vigilance constante, limitant ainsi, à la source, la montée en puissance de grandes lignées de chasse robustes. C'est une danse de survie sans fin où l'intelligence collective et la puissance individuelle se disputent chaque portion des plaines. Des silhouettes tachetées surgissent comme des flèches vivantes, frôlant le sol dans un rythme infatigable. Les lycaons africains, chacun pesant environ 25 kg, sont capables de maintenir des vitesses proches de 70 km/h lors de longues poursuites. Leur force ne réside pas dans un individu isolé, mais dans une formation serrée et un taux de réussite à la chasse qui approche 80%. Pourtant, cette précision se heurte toujours à une limite appelée dominance. À la lisière des fourrés, une présence massive et musclée s'avance. Le lion n'a pas besoin d'égaler la vitesse. Sa seule apparition suffit à rompre le rythme de toute la meute. Un instant de désynchronisation, un individu légèrement en retrait et la supériorité physique devient déterminante pour mettre un membre en difficulté.
La tension monte lorsque les trajectoires des deux espèces se croisent près d'une zone de tanière. Les lionnes ne montrent aucune tolérance, avançant par leur seule autorité physique et contraignant les lycaons à rompre leur formation pour préserver leur survie. Après de brèves confrontations aux marges du territoire, la meute choisit le repli, parcourant plus de 50 km par jour vers des zones où la présence des lions est plus faible. Elle accepte une fin temporaire en échange de la sécurité. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre, mais d'une épreuve de contrôle de l'espace. Les lions exercent une pression régulatrice sur les populations de lycaons, tandis que ces derniers, par la discipline et une vigilance aiguë, survivent en sachant quand se retirer, s'adaptant avec une remarquable habileté sous l'ombre d'un géant. La poursuite touche à sa fin, mais son écho demeure dans les profondeurs. L'orque conserve sa place au sommet, grâce à la discipline, à l'unité et à une détermination constante. Dans l'immensité bleue, sa seule présence suffit à ralentir chaque mouvement autour d'elle. Si davantage de rencontres captivantes intéressent le spectateur, il peut penser à aimer la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Car dans l'océan sauvage, la position dominante appartient à celui qui maîtrise le rythme de la poursuite.